Je m'appelle Flavie Leblanc. Je suis étudiante au bac en sciences biologiques à l'Université de Montréal en deuxième année. Je vais commencer ma troisième année à l'automne et c'est moi qui coordonne le projet Cap sur les insectes avec Étienne Normandin, depuis l'été passé, dans la première année du projet. Donc, pour commencer le Zoom, je vais inviter tous nos nouveaux membres à se présenter. Donc, peut-être Richard Clermont, si vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Juste parler un peu de votre intérêt pour les libellules, ça vient d'où, ou pour les insectes en général aussi. Bonjour, oui, en fait, j'ai un intérêt pour les insectes depuis très, 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 très longtemps et je remettais toujours un peu plus tard, euh, disons, l'intérêt ou le temps de m'y consacrer. Puis là, je pense qu'il est temps de faire le saut, là. Il y a tellement de belles choses qu'on voit alentour. Puis j'ai commencé à voir des insectes différents alentour dans ma cour et voilà, l'intérêt est là depuis Et, toujours. et vous, vous êtes dans quelle région? De montagne, De montagne. Ok, au parfait, nord de Montréal. Oui, parfait. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Camille, c'est-tu Michel Pilon, ça? Oui, c'est moi. Oui, OK, parfait. C'est bon, merci. Désolé, ouais, j'ai une misère avec mon son. C'est correct, aucun problème. Sinon, il y a Nathalie. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, m'entendez-vous? Oui, Oui. très bien. OK, parfait. Oui, Nathalie Desrosiers, je travaille au ministère MEVLCCFP, je travaille à la faune, à la conservation des insectes particulièrement. Je travaille avec Michel, donc j'ai un intérêt, oui, pour Ah, les insectes, mais j'ai un intérêt aussi de faire des liens avec les différentes personnes qui s'intéressent aux insectes parce que, oui, c'est vrai que notre site n'est pas à jour, les rangs sont à jour, les noms, c'est pas complété. Des fois, la mise à jour des sites Internet ne suit pas nécessairement ce que le côté volet science et acquisition de connaissances où on en est rendu. Donc, je suis disponible. Puis, si jamais les gens veulent discuter ou quoi que ce soit ou ont des projets, je suis accessible facilement. Ils peuvent communiquer avec moi. Voilà. Fait que, au wow. plaisir de vous rencontrer. Ben, c'est une super belle surprise. Je suis contente que vous soyez là. Justement, les essais, c'est vraiment pas juste pour le transfert de connaissances, c'est aussi pour le réseautage puis échanger comme ça. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez présente ce soir. Merci. Merci. Euh, Puis ça se peut que professionnellement, on ait à se croiser, parce que je suis au LCCFP aussi avec Lynn Pelletier sur le suivi du Bentos. Il me OK. semble que votre nom me dit quelque chose là, que j'ai vu passer là, dans les dossiers. Fait que peut-être que Effectivement. professionnellement, on va peut-être se croiser aussi. Effectivement, oui, mais j'ai des contacts avec Clean et tout, donc ça va bien. C'est Parfait. bon. Benoît, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui. En fait, moi, c'est Benoît Renaud. En fait, j'habite à Lorraine, sur la rive nord de Montréal. J'étais là aussi dans la dernière essai. Moi, en fait, c'est vraiment les libellules. Depuis 2 ans là, que je suis assez intensif sur le terrain. Je fais beaucoup d'ornithologie. Donc, en même temps, je vais un peu dans les mêmes spots que je vais pour les oiseaux. Puis, j'ai découvert l'ensemble de variétés que j'ai dans mon coin en ayant une tourbière à proximité. J'ai une bonne diversité. Donc, je me promène beaucoup sur la rive nord et en même temps, durant les vacances, si je suis capable de m'ajouter une nouvelle espèce, je vais être bien content. Parfait, merci beaucoup. Pierre Laporte est encore mort, là. Mais Pierre Laporte, c'est un ancien fédéral, gars fédéral pour les oiseaux. Il fait aussi des papillons en chasse de nuit, en UV. Il y a plusieurs sites, plusieurs mentions là, dans le e-naturaliste pour beaucoup d'espèces de papillons, Pierre Laporte. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Non, ben, je connais parce qu'il fait partie Tu le connais. des monologues de Québec. OK. Le club des monologues, des oiseaux, des monologues. Le club Parfait. de Québec. Volatile. Sinon, mais puisqu'on n'est pas beaucoup de membres, Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, mais moi, je ne suis pas une nouvelle non plus. Là, Non, c'est fait ça, comme mais depuis puisqu'on l'année n'est pas passée. beaucoup, tu peux y aller. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai un intérêt de longue date sur les insectes aquatiques de façon générale aux études et professionnellement. Donc, on commence par les libellules avec vous. Puis peut-être un dessin sur les insectes aquatiques. Je sais que Sylvain, j'imagine, c'est Sylvain Thériault. Là. Je pense qu'on en serait quelques-uns à être contents de voir ça aller éventuellement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un essaim qui risque d'être. En tout cas, on risque de créer cet essaim-là plus tard. Pour l'instant, là, le nouvel essaim qu'on va faire pour capturer les insectes, c'est celui du papillon monarque. Puis même là, il y a Len qui vient de se connecter. On pourra en parler un petit peu plus peut-être à la fin de la séance si on a encore du temps.
Mais oui, c'est quelque chose une demande qu'on a eue assez fréquemment. Donc, c'est sûr que c'est un des dessins qu'on veut construire. C'est juste que pour l'instant, Étienne, il gère plein d'autres projets. Puis sinon, ben, je suis pas mal toute seule à travailler là-dessus. Donc, c'est beaucoup de gestion déjà 8 S1. Ah, j'en doute pas. Mais oui, c'est sûr qu'on va y Éventuellement, on en reparlera. Oui, c'est sûr, vraiment. Daniel, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Ben, moi, c'est ça, je m'intéresse à tout ce qui est la nature, je fais de l'ornithologie, et puis c'est en faisant de la photo macro que j'ai commencé à découvrir les insectes, puis ça, c'est un monde fascinant. Et fait que je ne connais pas grand-chose. Fait que c'est pour ça, quand quelqu'un me parlait, ah, tu devrais voir un cap sur les insectes. Puis c'est comme ça a commencé. Là, j'ai suivi vos cours, puis là, ben, là, j'essaie de rentrer dans quelques essais. Parce que moi, les photos, les insectes, je ne les attrape pas, je les photographie. Fait que je peux photographier plusieurs sortes d'insectes quand je fais mes sorties. Fait que c'est pour ça que je me dis, il faut que je m'intéresse un petit peu à tout. Fait que c'est ça. Parfait, merci. Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis un entomologiste amateur. Je suis le dernier membre actif des membres fondateurs de l'association. Je m'intéresse aux insectes depuis presque 70 ans. Ça fait ma spécialité, c'est les coléoptères, les petits coléoptères. C'est à peu près tout. Parfait, merci. Et Thérèse? Thérèse? Attendez, vous me surprenez. Ben, moi, c'est que j'ai toujours dessiné des insectes depuis très longtemps, d'une façon réaliste et non pas comme interprétée. Mais je les ai toujours suivis, je les ai toujours observés. Puis j'ai eu le privilège d'en voir de différentes formes et de différentes grosseurs dans un autre pays, de l'autre côté de la planète, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où j'ai vraiment fait, comment on pourrait dire ça, dont j'avais peur avant de certains insectes, mais en ayant passé 3 ans là-bas, j'ai appris à les aimer. Depuis ce temps-là, j'ai plus peur des araignées. J'ai plus peur de plein de choses. Alors, c'est ça. Puis pour moi, ça fait partie de ma vie. Maintenant, tu trouves des belles grosses pidipus dans l'alcool, puis tu n'as pas peur? Ah oui! Comme aujourd'hui, une araignée, une magnifique araignée aux yeux fluorescents. Oui, j'invite les gens qui sont intéressés à voir les insectes d'une façon exceptionnelle de venir faire du bénévolat. Comment on l'appelle, le laboratoire où on est? C'est la collection Ouellet-Robert. C'est ça, la collection Ouellet-Robert qui est située dans le site du Jardin botanique. Donc, Thérèse, c'est une de nos bénévoles à la collection. Il y a des bénévoles qui viennent faire divers travaux à tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, s'il y en a que ça intéresse, on est à Montréal. Mais si vous voulez, une fois de temps en temps, venir faire un tour puis nous aider dans les petits travaux de la collection, ça va nous faire plaisir de vous expliquer puis de vous faire des petites formations ici et là. Sinon, Jean-Denis? Moi, je peux comme Nathalie, moi, je bourlingue aussi beaucoup dans les listes, différentes choses. Sur le terrain, je veille quand même autre chose que Michel Racine ramasse. C'est pas compliqué. Je ramasse le coléoptère, puis je ramasse le reste. C'est à peu près ça, mais il y a des groupes que personne ne ramasse. Les araignées, pas grand monde. Les myriapodes, les centipèdes, ces groupes-là, personne ne ramasse ça. Les punaises, un peu. Les mimiptères, pas beaucoup. Les diptères, personne ne ramasse ça quasiment. Ça fait que je m'intéresse à ces groupes-là. C'est intéressant. En partant tantôt à Nathalie, je pensais à ça. Comme tantôt, il dit, Michel veut dire par rapport à ça, il dit, on est en 3 ans en retard pour la liste des odonates. Hey, ça a pris 10 ans de mettre la liste de la faune invertébrée à jour. Fait que, contente-toi, t'es chanceux. Elle est à jour maintenant, puis elle est à jour dans le CDPNQ, Jean-Denis. Oui, j'ai vu les corrections dans naturaliste, c'est ça, là. Tout est à jour. Odonate à jour. C'est ça. Mais je ne me plaignais pas, Jean-Denis. Hein? Je faisais qu'un constat, je ne me plaignais pas. Moi, je constate, moi aussi, des listes pour ça. Maintenant, Monsieur Pierre Laporte.
Moi, je suis un biologiste à la retraite. Je fais surtout depuis plusieurs années de la macrophotographie d'insectes, principalement de papillons, mais je m'intéresse également aux libellules, puis à toutes les espèces d'insectes qu'on peut découvrir là. Araignées également, parce que tantôt j'ai entendu parler d'araignées, là. Alors, je suis fasciné par les araignées. Moi aussi, j'aime beaucoup les araignées. Alors, là, j'étais un peu curieux de voir, parce que j'ai reçu justement les courriels là, de Flavie. J'étais un peu curieux de voir qu'est-ce qu'il en était, mais c'est la première fois que je me connecte, là. Fait que je sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que, C'est ça que je vais donc, sur vous. expliquer, là. Il reste juste Yolène à se présenter, puis après, je vais expliquer, faire un petit résumé de à quoi servent les séances essaims, pourquoi on se rencontre, qu'est-ce qu'on attend de vous. Donc, je vais expliquer ça tantôt. Donc, à toi, Yolène. Bon, j'étais en train de défaire ma Lulu, mais c'est pas grave. Moi, j'ai œuvré dans l'enseignement plus de 34 années. Et puis, j'ai toujours eu à cœur la protection de l'environnement. Depuis quelques années, depuis plusieurs années, j'observe principalement le papillon monarque. Je fais de la photo aussi macro. J'ai beaucoup de banques de photos en lien avec le papillon monarque et sa plante hôte, l'asclépiade. Tous les insectes m'intéressent parce que la biodiversité, c'est une multitude d'insectes. Alors, c'est pour ça que je fais je ne suis pas dans tous les essaims, mais j'aime entendre parler de tous les essaims. Puis je donne des conférences, en tout cas, bref, je donne des conférences sur la biodiversité et mon prétexte pour parler de la biodiversité, c'est le papillon monarque. Donc, c'est ça que je fais entre autres. On va même recevoir Yolène le 27 juillet au Centre sur la biodiversité, au Jardin botanique, qui va nous faire une de ses conférences sur le papillon monarque. Donc, si ça vous intéresse, je vais faire une annonce. En fait, elle est déjà affichée sur le site de l'AEAQ dans le menu, dans la petite section activités. Donc, toutes nos séances essaims, sorties en présentiel. Donc, il y a un piège lumineux samedi à Saint-Côme avec Étienne. Donc, toutes ces activités-là, on les met disponibles. En fait, je les publie, je les affiche dans la petite section du calendrier d'activités. J'aurais une question pour Mme Rousseau. Avez-vous remarqué la taille des asclépiades cette année? Vous avez remarqué quoi, vous, dans votre région? Ils sont beaucoup plus petites que d'habitude. Oui. Moi, je crois que c'est la chaleur que nous avons eue au mois de mai. Puis, les asclépiades, même les communes, la Syriaca, il y a même des endroits qu'elles poussaient année après année. Oui. Et elles ne sont pas sorties cette année. Ah. Et pour la première fois de ma vie, j'ai perdu des asclépiades l'incarnata. Donc, j'en ai perdu. Probablement, elle, c'est l'asclépiade des marais, donc probablement que manque d'eau. Mais c'est ça, j'arrosais quand même, mais probablement que ce qu'on a eu comme printemps avec la grosse chaleur du mois de mai qui n'était pas normale, puis la sécheresse était vraiment en profondeur. Moi, je travaille tout le temps dans mes plates-bandes, je suis toujours dehors, je suis toujours en train de jardiner, je suis toujours en train de déplacer des plantes. Puis c'était très sec comme le béton, partout, partout. Donc, je pense que ça n'a pas été favorable ni pour la commune et ni pour les autres variétés. Par contre, la tubérosa, j'ai eu 100%, là, les plants ont tous sorti cette année. Mais elle adore la misère. Elle, la chaleur, pas d'eau, c'est ce qu'elle aime, là. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Yolène. Donc, pour Monsieur Pierre, en fait, je vais faire un petit résumé des séances essaims. Donc, en gros, nous, on les appelle les groupes d'entraide. C'est vraiment pour regrouper les gens qui ont un intérêt commun pour un certain groupe d'insectes. Et pour chaque essaim, on a un expert. Donc, ici, c'est Michel.
On veut que les séances essais, ce soit un moyen pour les gens d'échanger des connaissances. Donc, l'expert est vraiment là pour nous expliquer les techniques d'échantillonnage, précisément sur les libellules, dans ce cas-ci, les techniques de photographie, nous transmettre ses meilleurs guides d'identification, trucs de capture, vraiment toutes les répondre aux questions pour vous aider à vous guider dans dans vos sorties autonomes d'échantillonnage chez vous. Donc, je peux même vous montrer aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer la page de l'essaim des libellules. Donc, c'est sur le site de l'AEAQ. Je vais partager mon écran. Ici. Donc, vous voyez bien la page de l'AEAQ? Oui. Parfait. Donc, tout ce que je fais, c'est que je vais dans Cap sur les insectes, je descends dans la section, dans le petit onglet Essaim. Là, ici, je regarde, bon, ça explique c'est quoi les séances essaims. Je vais cliquer sur la photo de la libellule. Et là, ça vous amène à la page de l'essaim. Donc, il y a une bonne partie d'entre vous qui sont déjà inscrits dans l'infolettre de l'essaim des libellules, mais si ce n'est pas encore fait, je vous inviterai à aller rentrer votre nom et votre adresse courriel, parce que moi, quand j'envoie des informations plus spécifiques à l'essaim des libellules, comme pendant l'été, moi, à un moment donné, je vais vous dire restez à l'affût, c'est telle espèce qui est présente dans tel milieu. Donc, si vous en avez proche de chez vous, allez échantillonner, c'est le temps. Donc, toutes ces informations-là, c'est aux gens qui ont inscrit leur adresse courriel ici, à qui je vais les envoyer. Donc, si ce n'est pas fait, inscrivez-vous ici. Ensuite, pour chacune des pages essaims, ce n'est pas juste pour les libellules, il y a des petites sections comme ça. Donc, pourquoi étudier les libellules avec des images, des opportunités de recherche, quelques familles. Ensuite, comment les aider. Il manque quelques photos ici. Je vais mettre les photos des membres de l'essaim. On va en rajouter cette année. Comment on étudie et recense les libellules. Donc, ici, je résume quelques techniques. Il y a une petite vidéo d'Étienne qui montre comment utiliser un fil entomologique, où les trouver, quand les chercher et quelques ressources pour le matériel. Donc, si vous n'avez pas de fil entomologique, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et aller, ça vous amène à l'atelier Jean Paquet pour vous commander un filet. Et plein d'autres ressources ici, comme des guides d'identification et des sites Internet qui regorgent d'informations sur les libellules. Donc, je vous invite à aller fouiller sur cette page. Il y a plein de ressources intéressantes. C'est tout moi qui les ai faites l'été passé, donc ils sont encore en construction. Si vous avez un guide super intéressant que vous remarquez qui n'est pas sur le site, vous pouvez me le faire parvenir, puis je pourrais le rajouter aussi sur la page. Donc, je suis ouverte tout le temps à vos commentaires, à vos propositions. Voilà. Donc, maintenant, j'inviterai Michel à te présenter, s'il te plaît, parler un peu de ton expérience avec les libellules, d'où vient ton intérêt, et après, peut-être parler un petit peu des techniques d'échantillonnage, les meilleurs sites où aller chercher les libellules, etc. Je vais te laisser enchaîner. Bon, des libellules, quand on regarde bien, il y en a à peu près partout. Alors, la difficulté, c'est peut-être de savoir regarder dans la nature pour retrouver des libellules. Bien souvent, quand on s'intéresse à un groupe, on s'aperçoit qu'auparavant, on ne les voyait pas. Puis là, maintenant, on les voit partout parce qu'on a développé notre sens de l'observation et notre intérêt pour le groupe. Alors, c'est une manière de progresser là, pour mieux connaître son entourage. Là. Donc, il y a plein de demoiselles dans notre entourage qu'on appelle aussi des libellules, qu'on appelle aussi des odonats. Alors, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux libellules avec un peu Claude, avec les débuts de l'Association des entomologistes amateurs du Québec. Donc, j'ai écrit mon premier petit article, une petite note scientifique là, sur une libellule en 1981. Donc, ça me vieillit un peu, hein? Ça fait quand même longtemps que je m'intéresse aux libellules. Et je pourrais vous dire que depuis la mise sur pied d'un groupe qu'on appelle l'Initiative pour un atlas des libellules du Québec, c'est notre 13e saison cette année, que je m'active pas mal, que je suis pas mal actif dans l'étude des libellules. Et aussi, on fait beaucoup de contributions aussi pour qu'au niveau de la société québécoise, là, on puisse mieux connaître les libellules et peut-être les utiliser comme indicateurs de milieu
pour nous permettre de mieux voir la richesse des milieux naturels que l'on a au Québec, parce que les libellules sont des excellents indicateurs de la qualité des milieux, de toutes sortes de milieux aquatiques, autant les tourbières, les rivières, les milieux d'eau temporaires, les sources d'eau, même dans les milieux saumâtres, on va retrouver des espèces de libellules qui sont caractéristiques. Et ce que je trouve vraiment étonnant, et qui me ravit beaucoup, c'est que depuis quand même depuis quelques années, je dirais une dizaine d'années, les gouvernements, autant canadiens que provinciaux, intègrent de plus en plus la diversité des insectes dans des enjeux là, de conservation, mais aussi dans des enjeux de connaissance pour mieux connaître notre territoire, pour mieux le protéger. Alors, mieux connaître la richesse de nos milieux. Bien, on a commencé historiquement avec les oiseaux, et les libellules, c'est un excellent complément pour pouvoir vraiment réaliser la qualité de certains milieux naturels qu'on devrait protéger et aimer surtout. C'est pendant nos milieux qu'on va les protéger, évidemment. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est un long cheminement en entomologie. Moi, je ne travaille pas en entomologie professionnellement, mais j'ai toujours été entomologiste amateur très actif sur les plans de biosystématiques la plupart du temps, alors depuis très longtemps. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous les petites connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps. Merci beaucoup. Donc, l'été passé, ce qu'on avait fait avec Cap sur les insectes, c'est qu'on avait demandé aux gens de s'inscrire aux essaims et après, on les laissait un peu libres. En fait, on les laissait un peu à eux-mêmes, puis là, les gens ils devaient échantillonner un peu tous les insectes de leur essaim et là, il y avait de la difficulté à les identifier, c'était un peu trop, puis ça rendait la tâche encore plus difficile pour nous pour bien les accompagner là-dedans. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour cette année, c'est d'essayer de réduire un petit peu ce qu'on demandait aux participants. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous présenter un PowerPoint qui regroupe une liste, pas complète, mais certaines espèces de libellules qui ont un statut particulier, donc des espèces qui sont soit menacées, soit vulnérables au Québec, parce que c'est surtout sur celles-là qu'on veut se concentrer. Heureusement, pour le groupe des odonates, il y a quand même beaucoup d'entomologistes amateurs ou entomologistes professionnels, comme Michel, justement, t'a dit tantôt, qui se sont mis à la tâche puis qui ont déjà récolté beaucoup de données, comme l'Atlas des libellules du Québec, c'est un super ouvrage pour toutes les espèces de libellules qu'on a au Québec. C'est pas tous les essaims ou tous les groupes d'insectes qui ont la chance d'avoir des guides à jour et aussi complets que celui-là. Mais on est content d'avoir ça pour les libellules ici. Donc, je vais vous partager le PowerPoint. C'est surtout les espèces qu'on va voir du mois de mai au mois de juin et un peu celles du début juillet. Celles qu'on va plus observer en juillet, je vais vous les présenter lors de la deuxième séance de l'essaim des libellules. Parfait. Donc, la première espèce, c'est la cordillette listrée. Donc, c'est une espèce qui est considérée comme étant soit vulnérable à menacée au Québec. Il y a seulement 25 observations naturalistes. Et c'est une espèce qu'on peut observer entre le mois d'avril et le mois de juillet. Donc, vous devriez déjà pouvoir l'observer. Michel, je t'inviterais entre chaque espèce de juste ouvrir ton micro puis parler de ces espèces-là, nous donner des trucs d'échantillonnage, des critères d'identification faciles à observer avec ces espèces-là. Donc, je te laisse aller pour cette diapositive. Okay. Alors, cette espèce ne s'observe pas en juillet. En partant. C'est probablement des erreurs d'identification dans les naturalistes. Peut-être. Alors, c'est une espèce très printanière. Okay? Donc, c'est parmi les premières espèces à émerger au printemps. Et dès qu'il fait soleil au printemps, au mois de mai, et on peut les voir voler jusqu'à la mi-juin environ. Donc, on est pas mal vers la fin de sa période de vol. C'est sûr que si on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut peut-être les observer encore jusqu'à la 3e semaine de juin. Il devrait en avoir encore parce que ça dépend. C'est des espèces qui sont liées là, à des habitats qu'on appelle des marécages ou encore des lags, c'est-à-dire
les bordures des tourbières, là, on commence à voir les arbres où il y a de résurgence, là, des eaux souterraines là, qui arrivent à la tourbière. Alors, c'est dans ces endroits-là qu'elles se trouvent. Si vous êtes dans un environnement de tourbière, ben, vous pouvez probablement les observer encore au moment où on se parle. Puis cette petite libellule-là, c'est toute petite, c'est pour ça qu'on les appelle les corduliettes. C'est les plus petites espèces de la famille des corduliidés qu'on retrouve en Amérique du Nord. Et on a une espèce au Québec, qui est celle-là, magnifique. Elle est toute noire avec des reflets violacés au soleil, vraiment magnifique. Vous avez une femelle ici qui est illustrée. Et la meilleure façon de la repérer, c'est pas gros, hein, c'est gros comme un petit Saint-Pétrum, une petite leucorine, je ne sais pas si vous connaissez un peu les libellules. C'est tout petit, mais ils sont très faciles à reconnaître quand on sait où regarder. Alors, il ne faut pas aller au bord de l'eau. Il faut regarder les arbres parce qu'elle a l'habitude de se percher sur les troncs d'arbres. Des fois, tout près, seulement quelques pieds du sol, sur un tronc d'arbre, il y a une écorce pâle. Par exemple, ça peut être un bouleau, un tremble, un peuplier faux tremble ou une autre sorte de peuplier. Et on peut aussi les observer vraiment dans le fait de l'arbre. J'ai déjà compté aux jumelles. Ça s'observe aux jumelles, ça se repère aux jumelles. Vous mettez dos au soleil, puis vous regardez les troncs d'arbres, puis vous allez voir ces petites libellules-là, bien appuyées sur le tronc d'arbre, à se dorer un peu au soleil. Et elles sont faciles à repérer de cette manière-là. Parce qu'autrement, elles sont très difficiles à trouver. Un autre truc aussi, c'est quand le jour se lève, elles vont avoir tendance aussi à aller au sol pour se faire dorer au soleil, dans un chemin, par exemple, forestier. Donc, au lieu d'être dans les arbres, elle va être aussi dans les arbres, mais on peut aussi les trouver au sol sur le chemin. Et sont faciles à reconnaître parce qu'elles ont la face noire. C'est la seule petite cordulie que l'on a avec la face noire. Donc, on ne peut pas vraiment la confondre avec des leucorines qui, elles ont la face blanche. Alors, c'est vraiment une espèce qui est méconnue parce qu'on ne savait pas où regarder. Il ne faut pas regarder vers l'eau, il faut regarder vers les arbres, au soleil. Et vous allez être étonné parce que si vous êtes dans un secteur où elle se trouve, normalement, elle est localement assez abondante. Donc, vous pouvez en compter 5-6 dans un même arbre. Alors, je vous donne le défi comme ça d'aller dans la nature. Les ornithologues savent comment manipuler des jumelles. Alors, au lieu de chercher les oiseaux perchés sur les branches, il s'agit de chercher la libellule qui est posée sur le tronc de l'arbre. Alors, c'est ça le truc que je pourrais vous donner pour repérer cette petite espèce méconnue. Elle n'est pas abondante au Québec. Son habitat, étant donné que c'est des marécages ou encore des bordures de tourbières, c'est souvent des habitats qu'on a détruits, qu'on draine. Donc, c'est des habitats qu'on maltraite beaucoup. Et cette libellule-là est vraiment associée à cet habitat-là. C'est ce qui la rend vulnérable au Québec. Voilà, si vous avez des questions. Oui, il y a Caroline qui a une question. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, je me posais la question parce que je regardais sur la carte, là, puis il n'y a pas beaucoup d'occurrences, mais il y en a une au Saguenay. Puis comme moi, je suis à Québec, puis que souvent à Québec, on trouve moins de stock, ça peut être une espèce qu'on retrouve dans le secteur de Québec, ça? Oui, potentiellement. Oui. Ouais. Oui. Elle a été trouvée dans la région de Québec, je pense, au moins à 3 à 4 endroits. Là. OK. Oui, par exemple, à la tourbière, la Grande Plaie Bleue, en bordure de la tourbière, elle est présente. Puis il y avait un autre endroit que Guy Lemelin a trouvé, je ne suis pas très familier, là, dans le coin de Lévis, là, il y a des tourbières dans le secteur. Dans le coin de Saint-Étienne, oui, il y a des tourbières, oui. Oui, Okay. je ne me rappelle plus du nom, là. Puis, il y en avait là aussi. La tourbière de Fossambeau aussi, de l'autre côté du fleuve, elle a été aussi repérée. Alors, mais on peut la retrouver aussi, là, pas nécessairement, là, il y a des grandes tourbières, là, ça peut être un marécage, là, qui commence à s'entourber, là. On peut en trouver aussi dans ce genre de milieu-là, mais c'est plutôt rare qu'on les trouve dans ces milieux-là. Merci. Ça répond à Caroline, oui?
Oui, oui, oui. Là, sors tes jumelles et pas ton filet. Il y a Benoît aussi qui avait une question. En fait, ce n'est pas une question. Justement, les pointes près de Montréal, ça a été une découverte de mon côté. J'ai ajouté justement 5 observations cette année près de la tourbière de Blainville. Puis c'est un peu le même milieu tourbeux là, qui va jusqu'à Terrebonne aussi. Elle a été vue là aussi. Donc, ben, avec la piste cyclable qui est en gravier, donc elle est facilement accessible. Et justement, moi, c'est en marchant avec mes jumelles que j'observais les oiseaux. Et c'était en début mai. Le 18 mai que je les ai vus. Puis il y en avait partout, là. J'en ai juste pris 5 en photo. J'avais pas de filet, rien. Mais il y a, comme vous dites, il était justement sur les arbres. Il était même en accouplement là, sur les arbres que j'ai vu un peu partout. Il était très actif. Oui. Mais c'était la première fois que je la voyais. Il faut juste être là la bonne période. Ouais. Puis il y en a en abondance. Ouais. Exactement, parce que sa période de vol est courte. Hein, ça dure, elle ne vole pas longtemps. Ça va être 2-3 semaines environ. OK. Fait qu'il y a une avalanche massive, puis après 2-3 semaines, on la voit moins. Mm-hmm. Mais c'est vrai que donc, vous confirmez là, quand on est au bon endroit, au bon Ouais. moment, elle est Ouais. abondante. Elle était sur le gravier en bordure de la piste cyclable, même au centre, puis on pouvait la voir facilement. Elle était quand même un peu peureuse, mais pas tant que ça. Là. Donc, elle était quand même facile d'approche. Exact, oui. C'est vrai qu'ils sont un petit peu farouches. Surtout pas de filet, puis essayer de prendre une photo avec un téléphone cellulaire, c'était plus laborieux, mais j'ai quand même réussi à faire des belles photos. C'est ça. Le point au lac Saint-Jean, c'est au Parc national de la Pointe-Taillon. Puis, ouais, c'est ça. Il y a Pierre aussi qui avait une main levée. Oui, c'est juste un commentaire pour les jumelles. Je ne sais pas si les gens connaissent les petites jumelles papillot. C'est des jumelles que j'ai découvertes il y a plusieurs années. Et on peut faire le foyer à moins d'une distance d'environ 5 pieds. Pour les insectes, c'est absolument fantastique. Ils ne sont pas très dispendieuses, la qualité est bonne. Fait que ceux qui sont intéressés, là, c'est des jumelles, je pense que je les ai vues. Moi, je l'ai acheté à la Maison de l'Astronomie à Montréal, mais à Québec, ils l'ont chez le magasin La Naturaliste aussi. Alors, c'est une jumelle d'environ 120, 110, 120 dollars, je crois. Alors, contrairement pour les oiseaux, ben, on peut se mettre très proche puis on voit l'insecte, comme on dit, dans la face, on peut dire. Ben, c'est parfait. Je vais faire ma petite recherche, puis quand je vais l'avoir trouvée, je vais la mettre sur le site de l'Essaim, en fait, la page de l'Essaim des libellules. Merci beaucoup pour le partage. La Corduliette, en passant, c'est une belle candidate là, pour sciences citoyennes parce qu'on peut vraiment pas la confondre avec d'autres espèces là, au printemps. Une face noire, une belle petite noirette là, avec 2 anneaux blancs bien visibles là, à la base de l'abdomen. On ne peut pas la manquer. Prochaine espèce. Ah, ben en fait, c'était d'autres images de la même espèce. On va continuer. Maintenant, le gonfle ventru. C'est une espèce qui est préoccupante au Canada et menacée au Québec. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait seulement 7 observations iNaturalist au Québec. Ils sont surtout dans le coin de Trois-Rivières et, bon là, tu peux me corriger, Michel, si c'est pas vrai, mais on devrait l'observer entre avril et juillet. Oui, avril, c'est quand même tôt, là. Ça devait être des naïades, là. Ouais, oui, Là, oui, qui ont oui. été trouvées, là. C'est une libellule, on l'étudie depuis au moins 3 ans au Québec. On a trouvé beaucoup de nouveaux milieux de cette espèce-là. Écoute, une espèce là, qui était connue seulement que 3 exemplaires, qu'on trouve d'ailleurs dans la collection Ouellette-Robert, là, qui datait des années 40, puis on ne l'avait pas revu, en tout cas rapporté de nouveau au Québec avant, il y a quelques années, imaginez-vous donc. Puis là, on en a trouvé plusieurs populations, là, justement, là, près des contreforts des Appalaches, mais aussi dans des milieux boisés, là, dans la plaine du Saint-Laurent. Alors, il y a le ministère aussi de l'Environnement
et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs qui ont favorisé la recherche de nouvelles populations de cette espèce-là. Puis là, on est rendu là, à pas mal de populations, mais elle demeure quand même rare parce qu'il faut chercher pas mal pour la trouver dans les rivières. Puis ça prend des rivières avec des milieux de qualité, c'est-à-dire il faut trouver des segments de rivières où historiquement, il y avait un grand boisé. Parce que cette libellule-là, malheureusement, on la capture rarement au filet parce qu'elle a tendance à vouloir vivre dans les arbres, dans la forêt. Et quand elle s'accouple dans la forêt, et les femelles vont pondre dans le milieu de la rivière. Bien souvent, si vous êtes debout sur le bord de la rivière, peu de chances de capturer une femelle parce qu'elle va être haut dans les airs pour atteindre le milieu de la rivière. Mais il arrive quand l'espèce est relativement abondante et que les arbres sont moins nombreux, elles peuvent aussi se percher sur des arbustes tout près de la berge de la rivière, surtout les mâles qui guettent les femelles qui ont terminé de pondre et qui s'envolent vers la canopée de la forêt. Et là, les mâles les poursuivent en vue de l'accouplement. Alors, c'est une espèce assez fantastique. C'est un bon indicateur de la qualité des milieux de rivière. Donc, on a fait beaucoup d'efforts au Québec pour améliorer la qualité de l'eau de nos rivières et on pense que cette espèce-là commence à recoloniser certaines rivières parce qu'on ne la trouve pas en grande abondance, mais on dirait qu'elle semble vouloir se réinstaller. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on fait des efforts de préserver nos milieux, d'arrêter de polluer l'eau, alors on peut, si les populations ne sont pas disparues, ben, ils peuvent recoloniser tranquillement nos milieux. Alors donc, c'est un bel indicateur. Puis je pourrais vous présenter, peut-être un petit peu plus tard ce soir, si on a le temps, une interprétation de la répartition de cette espèce-là au Québec. Pour vous permettre d'avoir peut-être une meilleure idée où aller pour essayer de trouver de nouvelles populations. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y, Thérèse. Pourquoi une libellule comme celle-ci choisit cette région-là plutôt qu'une autre? C'est quoi qui l'attire dans cette région-là comparativement à une autre région comme Montréal, disons? C'est la qualité de l'habitat aquatique. C'est seulement ça? C'est parce qu'elle a à peu près disparu là, de toute la zone de défrichement, qu'on appelle de défrichement. Okay? On a défriché la plaine. Cette libellule-là, étant donné qu'elle vit dans les arbres, ça prend des forêts. Ah. Ça prend des grandes forêts, là, pas seulement que 10 mètres de l'arbre, pas 10 mètres de rive, d'une bande riveraine de 10 mètres. Là. Ça prend des forêts, là. Ça prend des centaines de mètres de chaque côté de la rivière. Alors donc, il faut aller là où il y a de la forêt. C'est drôle, là, mais c'est une espèce forestière pour se reproduire. Mais ça lui prend une rivière avec de l'eau de qualité parce que les naïades ont tendance à aller vivre, là, à s'enfouir à moitié là, dans le limon des rivières. Donc, ça prend des rivières qui ne sont pas polluées pour pas que ce limon-là se colmate ou encore que ça diminue l'oxygène dans l'eau. Alors, ça peut limiter de beaucoup là, ces espèces-là. Alors, ça prend ces deux conditions-là. Donc, pour avoir ces conditions-là, il faut s'éloigner des zones agricoles intensives, se rapprocher peut-être plus là, de la tête des rivières, aller plus en amont, là où il y a encore encore des peuplements forestiers d'intérêt. Et vous serez surpris que quand vous allez dans ces segments de rivières-là, très forestiers, de la richesse des libellules, parce que là où il y a du ventru, il y a aussi plein d'autres espèces bien rares de libellules qui étaient très rarement rapportées au Québec, qu'on retrouve là, dans des segments de rivières de qualité. Alors, le gond ventru est une espèce qui n'est pas facile à voir parce qu'elle vit dans la forêt, évidemment. Là, on la découvre surtout en collectant les exuvies.
Tu sais, les naïades, là, ils sortent de la rivière, puis ils vont grimper là, sur des talus, dans des petites racines, c'est les racines pendantes là, qui surplombent les talus de rivière. Bien souvent, on va les trouver là, les exuvies. Puis, c'est en identifiant les exuvies qu'on a découvert un paquet de populations de cette espèce-là. Puis, à date, là, au Québec, on a peut-être 3 endroits où on sait qu'elle est vraiment abondante. Seulement que 3. Et sur les points que vous voyez ici sur la carte, là, il y en a 2 points là-dedans là, où elle est abondante. On la retrouve, parce que dans e-Naturalist, vous n'avez pas toutes les mentions là, qu'on connaît au Québec. Là. Alors, il y en a aussi dans la rivière Batiscan. On en a trouvé aussi, puis un petit peu pas loin, un petit peu plus au nord, là, pas loin dans la rivière Chaudière, par exemple. On en a trouvé aussi des populations dans ce coin-là, à Victoriaville. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des secteurs où peu d'entomologistes allaient, parce qu'on est un peu comme dans l'arrière-pays ou dans l'arrière-plaine, qu'on devrait dire, agricole. Est-ce que ça répond bien à ce que j'ai bien résumé un peu le site pour expliquer pourquoi qu'on les retrouve plus en marge là, des grandes plaines agricoles où on retrouve presque plus d'arbres. Là. Et aussi, on sait que la qualité de l'eau peut aussi souffrir là, de manque de forêts là, qui bordent les rivières. OK. Bien, merci beaucoup, c'était très clair. Merci. Oui, merci. Caroline aussi, tu avais levé la main? Bon, ben, j'hésitais à intervenir parce que, c'est ça, je suis spécialiste de la qualité de l'eau. Hein, puis j'ai eu la discussion hier ou avant-hier avec Isabelle Potier par rapport au quadricolore sur la Nicolet sud-ouest parce qu'elle écrivait qu'elle avait trouvé une autre espèce de libellule qui est rare sur la Nicolet sud-ouest puis que c'était une rivière de qualité. Puis j'ai fait « Oh, que non! » Mais tu sais, je pense qu'il y a comme plein d'hypothèses puis de trucs qui me viennent en tête puis ça serait vraiment trop long, mais je pense que ça serait intéressant peut-être de regarder à terme des différents groupes, à quoi ils répondent par rapport à est-ce que c'est des tronçons boisés versus tout ce qui est dans la rivière, qui coule dans la rivière, qui n'est pas nécessairement ultra de qualité, mais qui n'est pas la pire non plus, puis qui est un entre-deux, qui est une rivière qui a peut-être assez de productivité pour donner des organismes à la base de la chaîne alimentaire qui vont alimenter ces insectes prédateurs-là. Versus un site qui serait pauvre parce qu'il n'y a pas de nutriments, rien. Il y a comme, en tout cas, ça serait trop long d'en parler là, mais je pense que ça pourrait être peut-être quelque chose d'intéressant à jaser peut-être au congrès sur les entomologistes amateurs, quelque chose comme ça à un moment donné, là, mais c'est ça, c'est juste un petit point que je voulais apporter que je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'être à l'affût de ces insectes-là, des places qui sont complètement pristine, qu'il n'y a rien. C'est peut-être pas ça non plus. Il y a peut-être un dosage, un genre d'entre-deux dont cet organisme-là a besoin pour survivre. Je pense tellement à plein d'affaires, je ne veux pas m'ennuyer là-dessus plus que ça, mais juste pour dire que c'est super intéressant comme réflexion. Ben, tu soulèves un point avec lequel faut préciser, là, c'est quand on dit qu'une rivière de qualité, c'est qu'il faut que le gonfle, par exemple, le genre Gonfurus, là, c'est vraiment des espèces là, typiques de rivières qui s'en vont, là, qui se jettent dans des estuaires, là, des grandes rivières, donc dans des plaines argileuses. Quand on parle c'est pas nécessairement de la qualité de l'eau, c'est la qualité des sédiments qui est le plus important là-dedans. Là. Okay. Et donc, il faut que la qualité des sédiments soit présente parce que ces libellules-là sont adaptées là, à des eaux très troublées là, après des pluies ou des crues ou des glissements de terrain. Ils sont adaptés à ça. Okay? Mais c'est la qualité du sédiment qui est le point central là-dedans. Donc, quand on mélange, par exemple, des sédiments avec des particules de pollution, que ce soit du plastique, des écorces ou autres produits qui pourraient colmater les
les sédiments les rendent très solides ou autres, ben, ces libellules-là ne pourront pas survivre dans ce genre de milieu-là. C'est pas mal ça, Caroline, hein, qu'il faut. C'est pas évident là, quand on parle de qualité d'une rivière, c'est pas nécessairement la qualité de l'eau, mais ça joue aussi la qualité de l'eau. Mais c'est plus que ça qu'il faut regarder là, quand on parle d'une qualité de rivière. Puis quand on parle pour les libellules, ben, ce n'est pas rien que l'eau, les sédiments, mais c'est aussi le milieu forestier qui entoure la rivière. Oui. Merci pour les précisions. Donc maintenant, Echne Cyrano. C'est une espèce qui est menacée au Québec, qui est présente de mai à août et il y a uniquement 10 observations iNaturalist au Québec. Oui, c'est une espèce qui est vraiment pas très commune. On la connaît seulement dans l'ouest du Québec, c'est un vrai. C'est récent, ces observations, parce qu'on la connaissait seulement qu'à 2 endroits au Québec il y a seulement une douzaine d'années. Alors, c'est une espèce vraiment des bordures marécageuses des lacs. C'est là qu'on va la retrouver. Ou encore carrément dans des marécages où il n'y a pas de lac. Ça peut, donc, c'est une espèce assez discrète, une espèce hâtive aussi. C'est une espèce qu'on va observer là, plus au mois de juin jusqu'à mi-juillet, où doit être pas mal les dernières, ça doit être plutôt rare de les trouver au mois d'août. Au mois de mai, c'est probablement là, des naïades là, qui ont été pêchées là, par Benoît là, pour mettre le mois de mai. Ou encore, c'est peut-être des dates qui viennent des États-Unis là, aussi, parce que plus on va vers le sud, plus ils vont émerger un petit peu plus tôt. Mais c'est une espèce carrément de marécage. Il faut. Absolument, ce n'est pas des places qu'on va marcher là, sur le bord des lacs. Ça prend un canot ou une embarcation. Puis, elles sont relativement discrètes quand elles volent, mais régulièrement, là où elles se trouvent, on peut la voir voler, patrouiller le bord des lacs, les bordures marécageuses. Là où il y a des arbres ou des arbustes, c'est là qu'elle va se retrouver. Mais elle n'est jamais très abondante. Selon les observations faites là, par les gens qui la connaissent bien. Alors, c'est une espèce quand même c'est une grosse espèce. Vous voyez les marques là, sur l'abdomen, c'est vraiment caractéristique. C'est une belle libellule. Donc, c'est vraiment ça, un truc pour bien la distinguer des autres espèces de sa famille, c'est les traces bleues-vertes sur son abdomen? Oui, c'est ça. C'est un peu. Ça dépend de son âge, là. Avec l'âge, ça varie un petit peu, mais ça va dans le bleu-vert, comme les algues bleu-vert. Et pourquoi Cyrano? Cyrano, c'est parce que c'est son petit nom qu'on lui donne. On l'appelle la Cyrano tout court, bien souvent. C'est parce que si vous remarquez sur la photo, là, okay, vous avez les yeux, vous voyez un peu l'excroissance, là, c'est comme son nez. Alors, c'est chez la famille des echinidés, okay, c'est ce genre-là, la Nasiaechna, c'est le genre où vous avez comme une excroissance là, sur le clipéus, qui est comme le nez de la libellule. C'est pour ça qu'on l'appelle la Cyrano, parce qu'elle a un grand nez qui rappelle le fameux personnage Cyrano de Bergerac. C'est un truc mnémotechnique pour reconnaître cette libellule-là des autres. Parfait, merci beaucoup. On peut le voir ici en profil, vous voyez, on dirait comme une excroissance du clipéus. On appelle ça le clipéus. Maintenant, l'Ophiogomphe bariolé. Donc, c'est une espèce qui est vulnérable au Québec. Il y a seulement 6 observations iNaturalist. Elle est observable de mai à août. Et les milieux, j'avais vu que c'était surtout des rivières.
Alors, cette espèce-là, un peu comme le gonfle ventru, mais pire encore que le gonfle ventru, cette espèce-là, là, il y a des entomologistes de carrière qui ne l'ont jamais vue voler. Et pourtant, elle est extrêmement abondante là où elle se trouve. C'est une petite espèce d'ophiogonfe qui est très prolifique là où elle se trouve. On ne la connaît pas beaucoup, effectivement, au Québec. Elle n'est pas nombreuse au Québec. C'est surtout dans le côté ouest du fleuve, là, dans les contreforts qu'on la retrouve. Il y a quelques rares mentions du côté est du Saint-Laurent. Puis, c'est une espèce qui vit dans les arbres. Elle, c'est vraiment dans la canopée qu'elle se trouve. Donc, avec des jumelles, vous pourriez la reconnaître en regardant, par exemple, en regardant sous les feuilles, avec le rayon du soleil, vous allez voir les silhouettes de ces libellules-là. Alors, quand on connaît des populations de cette espèce-là, c'est par centaines qu'on retrouve des exuvies sur les bords de la rivière qui nous témoignent qu'elle est bien présente sur ce segment de rivière-là. Mais les adultes sont quasiment, on ne peut pas les observer, sont très difficiles à observer, sauf quand, évidemment, elles émergent. Là, elles vont être au sol sur leur exuvie, puis maintenant, elle va s'envoler vers la canopée des arbres, puis à ce moment-là, ben, c'est terminé. À moins de prendre une montgolfière, puis se promener dans la canopée des arbres, vous pourriez peut-être les voir en reproduction. Mais on peut quand même... on peut les apercevoir, mais étant donné qu'il y a plusieurs espèces qui vivent dans la canopée des arbres, les gomphides, ben, c'est difficile de savoir quelle espèce dont il s'agit. C'est le seul ophiogonfe, c'est pour ça qu'on l'appelle bariolé, c'est le seul ophiogonfe là, qui a comme une barre noire qui traverse là, sur le côté du thorax là, la tache verte. C'est marqué extra stripe là, sur la diapositive. Là. Alors, c'est comme elle avait une barre noire de plus, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est bariolée. Je ne sais pas si j'ai bien dit quelque chose sur cette espèce. Regardez, c'est une magnifique espèce, là. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est rare qu'on va le retrouver près du bord de l'eau. Maintenant, un Sympétrum bagarreur. Il y a encore une fois vraiment pas beaucoup d'observations naturalistes de cette espèce. Elle est présente de mai à août. C'est une espèce aussi qui est migratrice et elle serait supposément aussi proche des rivières. Oui, c'est vrai qu'on la retrouve souvent sur la bordure de grandes rivières. On peut la retrouver aussi sur le bord de grands lacs où il y a des bonnes vagues. Okay. C'est une espèce migratrice, donc on peut, comme mai à août, c'est vraiment ça. On peut les voir très tôt comme très tard dans la saison. C'est une espèce de l'Ouest canadien ou américain à laquelle il peut y avoir des mouvements de migrateurs qui peuvent atteindre le Québec. Donc, on l'a retrouvé comme sur la carte ici, là, dans le coin de... Plus on s'approche de l'ouest, plus on devrait peut-être plus de chances de la repérer. Dans le coin du lac Témiscamingue. Et elle a été retrouvée aussi au bord de la Gatineau, la rivière des Outaouais, excusez-moi, et au fleuve Saint-Laurent, dans le coin de Montréal. Le long du fleuve a été retrouvé à quelques reprises. Mais il y a certaines années, on ne la verra pas, puis d'autres années, elle pourrait être plus abondante. Comme cette année, on a eu plusieurs occurrences très tôt au mois de mai, avec les belles chaleurs qui ont donné du fil à retordre là, aux asclépiades. Là. Mais ça a apporté cette espèce-là vers le Québec cette année. Et on pense qu'elle pourrait occasionnellement fonder une population au Québec, temporaire, et les individus qui émergent pourraient simplement migrer et quitter les frontières du Québec. C'est un sympétrum très facile à reconnaître. Vous voyez la photo, là, on n'a pas d'espèce de sympétrum aussi coloré, là, de brun et de roux. C'est vraiment une très belle espèce.
Donc, ici, la coloration est assez différente. C'est vraiment moins orange, mais c'est quand même son patron de coloration, c'est les taches sur l'abdomen aussi, puis les 2 petites taches jaunes sur le thorax. Est-ce que c'est des critères d'identification un peu? Elle est très variable, OK? Et les taches là, vont varier parce que cette libellule-là, comme là, la photo que vous avez là, c'est probablement là, un jeune individu. OK? OK. Parce que c'est souvent les jeunes individus qui vont migrer. Donc, on va les voir des colorations un peu plus ternes, mais elles vont prendre de la couleur, comme on dit, avec l'âge, alors que la photo précédente, si tu peux montrer la photo précédente, là. OK, là, vous avez vraiment un individu en reproduction, là. Ils peuvent être même plus roux qu'ils sont encore, là, puis avec des taches jaunes plus éclatantes là, sur le côté du thorax, là. OK. J'ai 2 questions. Est-ce que le mâle et la femelle sont semblables et aussi la migration s'effectue de où à où? La migration de cette espèce-là, là, c'est mal connu. Ce serait une migration ouest-est, est-ouest. Ça va? Mais c'est mal connu. On ne connaît pas beaucoup ça, De l'ouest de ça l'Amérique pourrait du Nord être là, de l'ouest à l'est de l'Amérique du Nord, c'est ça que vous dites? de l'ouest à l'est, oui. OK. Ouais. Et pour le mâle et la femelle aussi, y a-t-il un dimorphisme? Ils sont semblables, eux autres, mâles et femelles, mais les femelles sont plus ternes. OK. Et je ne la connais pas beaucoup, là, mais je vous dis ça plus par rapport à mes lectures, là. OK. OK, merci. Oups. Tantôt, Michel t'a dit la famille des Echnidés. Donc, c'est Echne ou Echne? Je suis juste à être sûre que je le dis de la bonne manière. Ah, ça, là, c'est tout un débat, comment. C'est ça, hein? Tout un débat. Alors, c'est soit Echne ou Echne. Il faut prononcer le CH. C. Echne. Echne ou Echne. Ça dépend. Il n'y a pas de faute, paraîtrait-il, dans la prononciation du mot, là. OK, parfait. Merci. Fait que ça dépend du dictionnaire que vous avez, là. Le dictionnaire Robert, je pense qu'il dit Echne. Un autre dictionnaire va dire Echne. Il ne faut pas prononcer le NE, là. Echne. Alors, c'est un peu difficile. OK, c'est bon. Ben, je vais continuer comme ça. Donc, Echne pygmée. Oui, c'est ça, Echne. Oui, bien, l'Echne pygmée, c'est une espèce aussi qui est assez discrète, qui vit un peu là où on retrouve la corduliette pistrée. C'est pas mal le même habitat. Bordure des tourbières dans les lacs. On peut la retrouver aussi sur la bord de marais, où tu as des ruisseaux là, qui se jettent dans le marais, ou encore des milieux marécageux, genre des cédrières, où les pieds, les gros cèdres, là, on sait qu'à la base, là, il y a comme des trous d'eau, là. Ben, c'est là qu'elle va vivre. C'est une petite Echne, hein, elle est toute petite. Puis elle est, comme on peut voir, là, elle est magnifique, là, elle est toute marbrée, magnifique espèce. Et cette espèce-là est très méconnue. Puis, c'est en observant, en faisant des sentiers dans des sentiers d'interprétation dans les marais, des marais un peu tourbeux ou même dans les tourbières. Ben, ça a permis, les ornithologues regardent aussi sur les troncs d'arbres parce qu'elle fait comme la corduliette, elle a tendance à se percher comme ça à la verticale sur les troncs d'arbres au soleil, puis on peut la repérer comme ça. Alors, donc, c'est une espèce qui est méconnue, puis on la connaît de mieux en mieux au Québec. Et tu Mais dirais elle que n'est jamais très abondante. Là, selon, en tout cas, les témoignages là, des gens qui font les recensements là, de cette espèce-là, elle n'est jamais très abondante. Et tu dirais que c'est en quelle période de l'été qu'on peut plus l'observer? C'est vraiment une espèce de début d'été, au mois de mai, et on peut l'observer probablement jusqu'à début juillet. Là. Parfait, merci. Ouais, mais dites-vous là, que déjà à partir de la mi-juin, elle commence à décliner. Là.
C'est vraiment une espèce hâtive. Quand vous voyez une aigle de printemps, c'est toutes des. Par exemple, l'aigle, on a vu tantôt la Cyrano, là, c'est une aigle aussi. Les aigles de printemps sont bien colorées, sont toutes très particulières. Donc, vous avez affaire toujours à des espèces méconnues et relativement rares et liées à des milieux qu'on pourrait dire marécageux ou les lacs de tourbières. Parfait. C'est toutes des espèces rares ça vaut la peine de rechercher. Regardez comment c'est beau, magnifique. Une belle espèce. J'essaie de la trouver au lac Saint-Jean, j'ai de la misère. Elle ne semble pas se retrouver jusqu'au lac Saint-Jean. Maintenant, l'agrillon dévoyé est une espèce qui est sévèrement en péril au Québec. Seulement 4 observations naturalistes et elle est présente de juin à août. C'est ça. Récemment, il y a une observation de plus qui s'est ajoutée, là, mais on n'a pas trouvé encore la population. On a un individu qui était un peu éloigné de son milieu, mais ce n'est pas une espèce qui a tendance à s'éloigner loin. Fait que donc, on recherche sa population. C'était dans le coin de Granby, comme vous voyez sur la photo. C'est probablement au lac Boivin. Ils ont cherché, puis ils ne l'ont pas trouvé vraiment là. Alors, c'est une espèce, là, elle, là, c'est vraiment une espèce, on pourrait dire, c'est des populations reliques qu'on a au Québec. Quand on va dans un milieu qui a été relativement préservé, puis seulement un bord de lac, un marais d'un lac naturel, elle est abondante. Elle est vraiment abondante là où elle se trouve, mais aussitôt qu'on s'éloigne, on la trouve plus. Fait que, donc, c'est vraiment des populations reliques. Et c'est ça qui rend l'espèce en péril, c'est que si le milieu est perturbé, ben, la population va avoir de la difficulté à se régénérer parce que les populations sont rares et sont très éloignées l'une de l'autre. En tout cas, selon les connaissances que l'on a à ce moment. Elle a été découverte par une entomologiste passionnée là, qui était Roxane Sarah Bernard au Québec. Ouais. Puis dans le parc, je sais que dans le parc, si vous voulez la voir, là, elle est très abondante. Là, je pense que c'est au lac Seigneurial, dans le parc du Mont-Saint-Bruno. Oui, elle est très abondante. Là. Fait que vous marchez sur le bord de l'eau, vous allez la voir. Je me demandais, est-ce qu'elle a un caractère distinctif parce que ben, moi, je ne suis pas experte des odonates et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à plusieurs autres petites demoiselles bleues. Donc, y aurait-il quelque chose que tu pourrais nous donner un petit truc pour nous aider à la reconnaître? Oui, c'est sûr que les petites bleues, ce n'est pas évident. Okay? Mais elle a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Premièrement, vous voyez, là, à peu près toutes les petites bleues, les agrillons, là, ont les derniers segments de l'abdomen bleu chez les mâles. Okay? On va parler des mâles, parce que les femelles, c'est bien difficile de distinguer. Okay, là, vous en avez, vous voyez les taches bleues là, le long de. Je ne peux pas pointer avec ma souris, là, mais on regarde la base de l'abdomen, on voit des petites taches bleues que tu montres là, c'est ça. On voit les petites taches bleues là. Alors que on a plusieurs espèces dont ça va être la moitié du segment de l'abdomen qui va être bleu. Ça va? Donc, elle, c'est des petites taches sur les segments de l'abdomen. Et si vous regardez les yeux de la libellule, il y a deux, on dirait qu'elle porte une paire de lunettes de soleil. Okay? Donc, elle, là, elle a vraiment des grandes taches qu'on appelle postoculaires. Okay? Donc, des grandes taches bleues. Et sur le collet, autrement dit, sur le prothorax, donc derrière la tête, là, on ne voit pas bien sur cette photo-là, là, mais il y a plein de petites taches, un peu comme un collier. Donc, on aurait même pu l'appeler l'agrillon à collier. Donc, on peut vraiment la reconnaître par ce caractère-là qui est vraiment unique pour cette espèce-là. Et c'est ça. Parfait. C'est pas évident. Regarde, Richard, Richard qui a pris une belle photo. Vous voyez, regardez, montre la photo précédente. Ouais. La photo, là. Je ne sais pas si tu peux agrandir. Peux-tu agrandir? Non, hein? Oui, OK, oui, tu peux agrandir. Vous voyez la paire de lunettes bleutées?
OK? Et voyez le dessus du prothorax. Vous voyez les taches bleues, là? C'est vraiment comme un collier. C'est vraiment l'espèce qui est présente. Les autres, là, ça va être plutôt noir avec une tache. Ce n'est pas une prédominance là, de taches bleues sur le collier. Si vous voyez un agrillon avec une grosse paire de lunettes, avec beaucoup de taches bleues sur le thorax, il y a grosse chance que vous avez affaire à la dévoyer. Donc, ça ici, je vois plus loin. OK. Donc, ça ici, c'est le mâle. On peut voir, c'est vraiment les petites taches sur le côté ici. Donc, même si la bande bleue en dessous de l'abdomen, elle est continue, c'est vraiment sur le côté de l'abdomen qu'on voit les petites taches. Quand on la voit de dessus, là, on voit seulement qu'il y a une petite tache bleue, qu'il y a le petit point bleu. Là. OK. Donc, en vue de dessus, on voit plus les taches. OK. C'est ça. Puis la femelle, ben, elle est assez bleutée, la femelle, mais comme toutes les autres espèces, sont difficiles à distinguer. Puis elle a aussi des beaux bleus, des beaux yeux bleu ciel. Ça peut varier d'une espèce à l'autre chez les agrillons aussi. Mais les agrillons, là, c'est pas facile quand on débute là, pour les distinguer. Il faut parce que dans un même milieu, vous allez avoir, 7-8 espèces différentes. Là. Ça ressemble toutes. Donc, il faut vraiment porter attention. Puis, pour faire de la photographie de libellules, les meilleures photos à prendre, c'est du côté, pour voir le côté du thorax. Et ça serait quoi les autres? Côté dessus de l'abdomen? C'est vraiment ça? Ben, ça dépend. Si on prend des photos dans le but de... Pour l'identification. Pour l'identification, moi, je pense qu'il faut prendre des photos latérales, vraiment de dessus, OK, du dorsal, pour voir comme il faut là, les taches postoculaires là, chez l'espèce. Parce qu'il faut regarder aussi là, les lignes, les petites bandes foncées sur le côté du thorax, là, ça aide aussi pour pouvoir la reconnaître. Puis, il y a des espèces, là, il faut vraiment avoir le spécimen pour être certaine de l'identification. Ça va être la forme des cercles au bout de l'abdomen qui va nous permettre de les distinguer. Là. Donc, vous pouvez prendre votre filet, capturer la libellule, la photographier latéralement, photographier le dessus du thorax et le dessus de la tête, puis ensuite prendre un gros plan en vue latérale des appendices à l'extrémité de l'abdomen, qu'on appelle les cercles et les parapropres. Tout ça en espérant qu'elle ne s'envole pas pendant qu'on est en train de le faire. Ben, vous pouvez la tenir par les ailes. Là. Vous la tenez par les ailes. Après ça, vous la relâchez délicatement. C'est sûr. Je pense au preneur de photos. C'est ça. Mais les photographes, là, dignes de ce nom, vont essayer de le prendre, de prendre cette même série de photos-là sans avoir à capturer l'espèce. C'était un grand défi. C'est ça fait des belles photos comme celle-là. Donc, l'Est matinal, menacé au Québec, il y a 42 observations naturalistes. On peut l'observer de juin à octobre. Peut-être octobre, c'est un peu loin, tu nous diras, Michel. Et elle mesure 42 à 55 mm de longueur. Oui, c'est quand même relativement grand zygoptère. Oui. Cette espèce-là est méconnue un peu parce qu'elle vit vraiment aussi dans le secteur marécageux des lacs ou des marais. Et elle aime l'ombre. Donc, elle est un peu difficile peut-être à trouver parce qu'elle est dans l'ombre. Elle vit dans l'ombre, c'est le cas de le dire. Puis elle va se reproduire aussi quand même au soleil, là, inquiétez-vous pas pour ça. Puis on l'appelle l'Est matinal parce que c'est une espèce qui a tendance à avoir une période de vol en début de journée, puis après ça, l'après-midi, on ne la voit presque plus. Alors donc, elle a une période de vol particulière. Ce qui fait que, si on veut la trouver sur le terrain, il faut aller surtout en début de journée, mais on peut l'observer quand même. Si le ciel est couvert et des passages nuageux, elle va se montrer quand même à toute heure de jour. Là.
selon les conditions atmosphériques, là, ou météorologiques, devrais-je dire. Fait que donc, ça dépend des conditions pour pouvoir l'observer ou pas, mais dites-vous que c'est une espèce qui a tendance à vouloir être la première quand que le soleil se monte, là, à vouloir se reproduire dans le milieu. Fait que si le soleil se monte en début d'après-midi, si c'est à couvert toute l'avant-midi, ben vous allez la voir en début d'après-midi. Fait que ce n'est pas une règle matinale, on pourrait dire, quand c'est une journée ensoleillée. Alors, cette espèce-là, on la reconnaît là, pour vraiment être en mesure de porter une identification. Il faut observer là, les cercles de l'espèce. Donc, on dit l'extrémité de l'abdomen, là, chez les lestes, l'extrémité de l'abdomen, c'est comme deux fossiles qui se touchent. Et les appendices inférieurs sont très fines. Vous voyez comment c'est fin, là, ces deux petits bâtons fins qui ne dépassent pas les cercles. C'est comme ça qu'on reconnaît le lest matinal, parce qu'il y a une autre espèce à laquelle qu'on appelle le lest inégal, c'est parce que les mêmes cercles là, très minces vont dépasser les appendices inférieurs, vont dépasser les cercles, les appendices supérieurs. Là, c'est comme ça qu'on va la reconnaître. Il y a une autre manière aussi de la reconnaître. Les abdomens ont des longueurs différentes aussi. Mais disons que pour bien la reconnaître, il faut prendre le genre de photo que vous avez là à droite. Il faut prendre la photo vraiment de dessus ou même latérale, ça ferait aussi, mais il faut bien prendre une bonne photo de l'extrémité de l'abdomen de cette espèce-là pour pouvoir vraiment l'identifier correctement. Cordulie incurvée, menacée au Québec, 12 observations iNaturalist et présente de juillet à septembre. Oui, ça aussi, c'est une espèce qu'on considère relique. Donc, c'est des populations qui ont survécu au refroidissement du climat suite à la fonte des glaciers, là. Alors, donc, on a quelques populations dans certaines tourbières minérotrophes, les tourbières qui ne sont pas trop acides. Puis c'est vraiment là, dans des mares de tourbières qui sont comblées là, par des sphènes ou d'autres végétations. C'est une espèce qui n'est pas facile quand même à identifier, là. Il faut la photographier vraiment d'un point de vue latéral. La plupart des cordulies, là, on peut les reconnaître avec une photo comme ça latérale pour voir les marques jaunes là, sur le côté du thorax qui sont entourées là, de coloration vert métallique, là. Alors, avec ces caractères-là, on est quand même pas mal capable de la reconnaître. Puis, il faut aussi regarder, est-ce qu'elle a la base, chez les cordulies, vous avez un groupe que la base des ailes, vous avez un triangle foncé, puis d'autres, le triangle est pâle. Donc, la cordulie incuvée, elle, fait partie des groupes où il n'y a pas de triangle foncé sur les ailes et avec des bandes latérales jaunâtres là, qui sont assez allongées. Puis, on dit incurvé, c'est les cercles au bout de l'abdomen, là, autrement dit, les appendices au bout de l'abdomen, là, ils sont d'une forme incurvée quand on l'observe en vue dorsale. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît. C'est ça. On voyait ici que c'est comme ils sont bien incurvés là, pour former comme une espèce de pince, là. Alors, c'est une espèce vraiment relique, partout en Amérique du Nord. C'est pas très commune, mais quand elle est présente à un endroit, on ne la voit pas beaucoup. Fait que, on en a retrouvé même jusqu'au lac Saint-Jean, pour vous dire. Fait que c'est une espèce, quand elle est dans son milieu, elle est bien présente, mais elle n'a pas tendance à se retrouver loin de son milieu où elle se trouve. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était la dernière espèce que j'avais préparée pour aujourd'hui. Il y a plusieurs autres espèces qui sont considérées comme étant vulnérables, menacées au Québec, mais comme j'ai dit au début de la séance, on va les présenter dans la prochaine séance des 5 pour celles qui sont plus présentes au mois de juillet. Donc, je vais arrêter le partage tout de suite.
Donc, Michel, Oui. est-ce que tu viens à Saint-Hippolyte cette année? C'est sûr que je veux y aller, mais ça arrive encore une fois. C'est mon départ pour aller faire une expédition au parc de Gaspésie. Oh, Maudace de Maudace. ouais, Caroline? Oui, oui, je suis déjà inscrite. Ah bon, parfait. Ouais. Claude, là, Oui. ça me choque un peu. Je pourrais peut-être, je vais essayer, si je peux, c'est parce que c'est à Saint-Hippolyte, hein, c'est loin. Hein. Je serais Oui. probablement allé samedi, là, mais il faudrait que je retournerais à la maison, mais ça n'a pas de bon sens, c'est une affaire de fou. Ah, Et, je vais vous souhaiter un excellent, magnifique congrès. Là. en tout cas, si je vois des libellules là-bas, je vais essayer de t'en ramasser. Oui, ben, tu sais qu'à Saint-Hippolyte, t'en souviens, le congrès qu'on avait fait il y a quelques années, là, Oui. 4 ans? C'est il y a 4 ans qu'on est allé là ou il y a 5 ans? Ouais. 2 fois, en 2017 et en 2018, c'était à cet endroit-là. Oui. Oui, c'est ça. Parce C'est là qu'on mange que à bien. Saint-Hippolyte, là, ce qui est intéressant à Saint-Hippolyte, c'est que un élève de Jean-Guy Pilon, à l'époque, avait fait un bon inventaire de libellules là-bas. On connaissait très bien la faune des libellules de ces lacs-là. Puis, lors des congrès, là, j'avais invité plusieurs personnes, on avait fait pas mal de libellules, là, ce congrès-là. Puis, il y a plusieurs espèces qu'on sait qu'il y avait comme une expansion vers le nord, là. Puis là, on la voyait, on pouvait voir que ces espèces-là n'étaient pas là dans les années 70. Puis de nos jours, là, elles sont abondantes, là. Tu sais? Fait que donc, c'est rare qu'on a des preuves là, que des espèces qui sont en expansion vers le nord, que, oui, on constate qu'elle n'était pas là auparavant et là, maintenant, elle est non seulement elle est présente, mais elle est abondante. Là, puis elle commence à dominer le milieu. Alors, c'est de toute beauté. Fait que c'est une méchante belle place, effectivement, pour l'eau libellule. Fait que, Caroline, là, c'est toi qui va piloter ça là, cette année là, pour mettre à jour notre connaissance des libellules. Là. Mais en plus, je voyais l'horaire, puis il se trouve d'avoir un atelier, à moins que ça ait changé, il y a un atelier sur les libellules qui est au programme le dimanche de l'Association des entomologistes amateurs. Puis, je ne sais pas si je peux me permettre un petit scoop, mais on m'a demandé de faire une conférence sur les insectes aquatiques. Il va y avoir une petite conférence sur les insectes aquatiques pour... Je fais de la pub pour le congrès, là, mais ceux qui ne connaissent pas ça, moi, je trouve ça vraiment super le fun. Il y a différentes activités. Puis ceux comme moi qui veulent observer des insectes, mais qui préfèrent ne pas les tuer, il y a bien de la place pour prendre des photos. Les chasseurs d'insectes, il y a de la place pour eux aussi. Il y a des conférences, il y a des ateliers. Puis c'est comme une belle gang de réseautage. Oui, tout à fait. Puis c'est une belle place pour des libellules en plus, effectivement. Là, comme endroit, il y a beaucoup de milieux aquatiques variés. Il y a une tourbière, il y a des petits décros-lacs, il y a des petits cours d'eau aussi. C'est pas mal chouette. Les petits ruisseaux, là, Caroline, là, trouvez-moi, parce qu'on avait découvert une belle population là, d'une libellule qui n'est pas très commune, là, qu'on appelle la corduli ténébreuse, là, la Somatotlara ténébrosa. Okay. Il y avait une belle population le long d'un ruisseau dans le secteur. J'avais ramassé des exuvies, je me rappelle plus si c'était dans les 2 années, là, mais j'avais ramassé des exuvies que je n'ai pas encore identifiées. Mais je sais que j'ai des macromyidés certains, là, des gros macromyidés, mais j'avais d'autres affaires aussi qui ne sont pas identifiées que j'ai dans mes trucs. Maintenant, il va falloir faire une corvée tous les deux, là. Oui. On se réunit, des fois, on se fait des rencontres là, où on fait des soirées d'identification d'exuvies avec des gens qui font des collègues d'exuvies. Il faudrait que tu viennes nous retrouver. Ça me motiverait. C'est plaisant de faire ça. C'est une manière de découvrir beaucoup d'espèces de libellules qui sont plutôt discrètes. T'sais. Si vous n'avez pas un manche là, de 40 pieds là, pour capturer des libellules dans les arbres, seulement être la collecte d'exuvies au printemps, c'est une excellente activité. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on collecte les exuvies, puis on peut les identifier plus tard, tout simplement. C'est toujours, c'est comme on pourrait dire, des données en banque, là, tu sais.
Mais pour de vrai, je pense qu'il y a plusieurs personnes, pas juste dans cet essaim-là, mais d'autres membres de Cap sur les insectes qui s'intéresseraient à cet atelier-là. Puis nous, à la collection, on a un guide sur justement l'identification des exuvies, mais je pense que c'est pas. La majorité des gens ne sont pas très familiers avec ce type d'identification-là. Donc, je pense que ce serait très pertinent pour le projet qu'on organise un atelier comme ça. Puis Caroline puis Michel, on s'échangerait quelques courriels pour essayer d'organiser ça si vous avez encore de l'intérêt pour ça plus tard, un petit peu plus tard pendant l'été. Il existe un petit outil là, qui a été monté par Raymond, notre feu Raymond Hutchinson et Benoît Ménard. Là, il y a une petite clé là, en français. C'est pour identifier les genres de libellules. Les exuvies, ça se fait très bien. Exact. Merci, Caroline, de le présenter. Alors, elle fonctionne bien, la clé. Alors, puis on pourra vous donner d'autres trucs aussi, parce qu'on a découvert d'autres trucs pour encore mieux séparer les familles de libellules là, au stade de nagade. Là. Alors, il y aurait bien des choses. Les connaissances avancent, puis ça va devenir Quand on connaît mieux nos bêtes, là, on va mieux les reconnaître aussi. Vous voyez un peu? Alors donc, ce qu'on pensait pas faisable là, il y a une dizaine d'années, maintenant, là, c'est facile. C'est un peu comme les oiseaux. Hein? Avant, les oiseaux, il fallait avoir un 410 pour pouvoir les identifier. Parce qu'il fallait avoir des mains, regarder les plumes, etc. Alors donc, ça s'observait au 410 ou au calibre 12. Oui, alors qu'aujourd'hui, avec des jumelles, on est capable on est même capable de déterminer l'âge des oiseaux. Fait que imaginez, là, quand on les connaît, moi, je peux vous dire que les libellules, là, c'est vraiment un peu comme les oiseaux. Là. Aux jumelles, là, je vous dis, là, 70% des espèces, même pas besoin de les capturer. Là. Aux jumelles, on est capable de les reconnaître. Mais ça prend de l'entraînement sur le terrain, connaître les marques. Par exemple, les petites jumelles papillons qu'on a parlé tout à l'heure, ben, avec des jumelles comme ça, les petites bleues, là, quand on connaît les marques, tu le collier là, sur le côté du. Le collier, le collier là, des dévoyés. Ben, on les voit aux jumelles. On n'a même pas besoin de les attraper. Si on les connaît bien, on peut, avec un bon niveau de confiance, connaître l'espèce qu'on a devant soi. Mais ça prend de l'entraînement, comme dans n'importe quoi. Oui. Il y a un guide pour les jumelles, c'est Dragonflies to Binoculars par Princeton University Press. Tu as sûrement ce livre-là, toi, là? Oui. Ah, c'est intéressant, pareil. Tu cocher ce qu'on a au Québec dans ça. Il va encore être dedans, là. Puis je sais qu'il y a Guy Lemelin là, et ses acolytes qui justement, essaient de préparer un guide comme ça pour reconnaître là, visuellement les libellules, pas nécessairement par des pièces anatomiques. C'est sûr qu'avec l'anatomie, c'est plus solide peut-être, là, mais c'est aussi valable là, avec des caractères d'identification visuelle, parce que les libellules, quand elles sont vivantes, là, sont faciles à identifier visuellement, là, les marques. Alors qu'elles sont en spécimen, bien souvent, c'est décoloré, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plus les caractères, les formes morphologiques. Mais je peux vous dire que ça peut s'identifier aussi facilement que des parulines. Là. Même des cas difficiles. Même des cas difficiles, ça peut se faire. Il faut savoir, comme je disais au début de cette rencontre, il faut savoir où regarder. Où regarder pour les trouver, puis où regarder sur la bête pour l'identifier. Maintenant que, bon, il est 21h01, je vais juste faire un petit retour sur le PowerPoint. Donc là, je vous ai présenté, en fait, Michel surtout vous a présenté plusieurs espèces. Prochainement, moi, je vais faire des petites fiches techniques avec les milieux plus spécifiques où trouver chacune des espèces, les petits critères d'identification que Michel nous a donnés, donc toutes les informations pertinentes pour vous aider à les identifier et savoir où aller les chercher sur le terrain avec la période aussi à laquelle on peut les observer. Donc, je vais vous envoyer ça prochainement. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine? Vas-y, Michel.
Ben, étant donné que tu m'avais dit que le thème était sur les espèces menacées, j'avais préparé une petite diapositive. Est-ce que je peux vous la présenter? Ben oui, oui, vas-y. Voilà, c'est simplement une diapo. Je voulais simplement vous dire que sur cette diapo, vous avez la 152e espèce de libellule qui a été trouvée au Québec, qu'on appelle le gonfle des fosses, ou Phanerogonphus quadricolore, son nom scientifique. Et je peux vous donner la bonne nouvelle que ce printemps, on soupçonnait 2 populations dans les basses terres du Saint-Laurent et effectivement, une population importante qui a été trouvée dans la rivière Nicolette, qu'on ne soupçonnait pas du tout. Et ensuite, une autre population, on ne sait pas encore quelle est la taille, si elle est très, très importante ou non, sur la rivière Saint-François, pas loin de Melbourne, pas loin de Sherbrooke. Alors donc, c'est vraiment une belle trouvaille. Et l'année dernière, on avait trouvé aussi une population de cette espèce-là dans l'Outaouais, non loin de Maniwaki. Fait qu'on connaît 3 populations au Québec. Elle semble très localisée au Québec. Puis un peu comme les autres espèces, c'est un peu comme tous les insectes. Hein. Si on est dans un milieu, s'il y a une population est là, absolument elle est abondante. Là. Mais aussitôt qu'on quitte le milieu, on ne la retrouve plus. Alors ça, c'est une petite parenthèse que je voulais vous dire. Donc, une belle espèce qui est bien prospère au Québec à 3 endroits seulement connus. Ici, je voulais vous présenter ce petit graphique-là, tout simplement. Alors, pour vous dire qu'on a 152 espèces sauvages au Québec et la classification des espèces vulnérables là, au Québec, bien, vous avez ici les cotes qu'on donne. Ça, c'est la dernière évaluation là, qui a été faite en 2020. C'est ce qui va se retrouver là, sur le site du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, faune et parc. Donc, vous avez ici dans la tarte, simplement que je voulais vous dire qu'il y a 2 espèces qu'on pense disparues au Québec. On a un projet cette année, il y a quelqu'un qui va essayer de retrouver une espèce qu'on pense disparue au Québec. Alors, il y en aurait 2. Ensuite, on aurait 15 là, qu'on considère là, vraiment là, sont rares. C'est moins de 5 populations au Québec. Alors, il y en aurait 15. Puis ensuite, d'autres là, qui ne sont pas très, très, très communes non plus et qui vivent dans des milieux qu'on sait qui sont vulnérables parce que ces milieux-là, historiquement, ont été beaucoup détruits. Alors donc, on peut dire que si on parle d'espèces menacées et vulnérables, on en compterait 38 au Québec, ça veut dire 25 de notre diversité de libellules. Là, si on ne fait pas attention, ben, sont menacés et vulnérables par rapport aux activités humaines. Et là-dessus, il faudrait ajouter, quand on est dans le sud du Québec, là, il y a des tourbières, il y a des espèces qui sont vraiment associées à des tourbières dans le sud, ce qu'on appelle des refuges climatiques là, dans le sud. Enfin, il y a 12 espèces qui sont très communes dans le nord, mais qui sont très localisées dans les tourbières du sud du Québec, qui sont aussi, qu'on pourrait considérer vraiment comme menacées et vulnérables là, dans cette région-là du Québec. Alors, c'est un peu le message que je voulais donner là, suite à ce petit survol des espèces à statut précaire qu'on a présenté tout à l'heure. Ça ici, ben, c'est un tableau que je n'ai pas le temps de vous présenter. Et c'est que je voulais vous présenter ici le fameux gonfle ventru. Okay. Vous voyez les marques en jaune, là, c'est tous les endroits où on l'a trouvé au Québec à date. On a ajouté quelques autres endroits dans le secteur ici. Alors, on en a découvert tout récemment. Puis c'était la zone ici de défrichement anthropique absolu qu'on appelle là, en interprétation du paysage. Et on pense que cette espèce-là, ben, on ne l'a pas retrouvée. Il y avait des mentions historiques, mais on ne les a jamais retrouvées pour le moment. Mais par contre, si on s'éloigne de cette zone de défrichement anthropique absolu, c'est là qu'on trouve une diversité de libellules qu'on ne croyait pas présentes au Québec, imaginez-vous donc. Alors donc,
le Québec est bien plus riche en libellules qu'on pouvait le penser quand on s'éloigne des zones à lesquelles il y a une très forte empreinte des activités humaines. Alors, vous voyez, il y a bien de choses à découvrir. Voilà, j'arrête avec ça. Ben, merci beaucoup pour le partage. C'était super intéressant et pertinent. Merci. Donc, pour de vrai, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qu'on s'attend de vous, les objectifs? Tout le monde sait comment ils s'enlignent? Je pense que tout a l'air clair. Donc, je vous remercie d'être venu assister à cette séance, première séance de sein des libellules de l'été. Donc, la prochaine séance risque d'être dans peut-être 3 semaines environ. Donc, si vous avez des questions entre-temps, oui. Faites pas ça pendant le temps du congrès des entomologistes amateurs. Puis moi, je vais revenir d'expédition le 19 juillet. Là. OK, bien parfait. On se contactera pour les dates, mais c'est ça. Ça risque pas d'être avant 3 semaines parce qu'il va falloir faire toutes les séances 2 de tous les autres essais qu'on a déjà fait avant. Mais sinon, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à m'écrire et si moi, je n'arrive pas à y répondre, je demanderai à Étienne ou à Michel. Donc, on est là vraiment pour répondre à vos questions puis vous accompagner du mieux qu'on peut. Mais t'as Caroline, n'oublie pas, là. Aussi Caroline. Ouais. Oui. Oui, vraiment, merci. C'est beau. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite bonnes observations libellules. Yes, merci beaucoup. Bonne prise de photo. Bonsoir. Merci. Bye bye. Merci pour Bonsoir. l'organisation aussi. Bye bye.